on est là pour refaire le monde, on est là dans quelque chose de transgressif, de radical, mais on va parler de joie, d'amour, de vie. Donc en fait, Yannick Roudeau, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, est quelqu'un qui a changé de paradigme de vie par rapport à sa conception de l'entreprise, et il était vraiment au fond, au cœur du système dans la spéculation boursière. Donc je pense que vous allez avoir vraiment beaucoup d'intérêt à écouter Yannick Roudeau. Bien, bonjour, je récupère la télécommande. Alors comme l'a dit Bernard, on va s'autoriser à penser autrement, à refaire le monde. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre très rapidement que finalement ce que l'on vit, c'est bien plus qu'une crise. C'est pas une crise même, on vit pas une crise. C'est une mutation extrêmement profonde dans l'histoire de l'humanité. Il y en a très peu des comme celle-là. Et celle que l'on vit là, pendant les 20-30 prochaines années, elle va secouer énormément, puisque ce qui est en jeu, c'est ni plus ni moins que la survie de l'humanité. Je vais y venir après. Alors d'abord, pourquoi c'est pas une crise ce que l'on vit? Parce qu'une crise, c'est un phénomène médical, pathologique, aigu, temporaire. Donc si nous étions en crise, cela sous-entendrait que nous allions retrouver l'état initial. La crise, quelque part, elle sous-entend la notion de résilience, retour à la forme initiale. Et d'après les 15-20 années que j'ai passées dans la finance et dans l'économie mondiale, je me suis rendu compte qu'on avait pris une voie mortifère qui ne permet pas de revenir en arrière. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour aux 30 glorieuses, il n'y aura pas de retour à des taux de croissance comme on a connu dans les années 70-80. Les 30 glorieuses ne reviendront pas, donc qu'est-ce qui se passe? Si on ne vit pas une crise, on vit autre chose. Et donc je me suis un peu creusé la tête ces dernières années pour essayer de comprendre ce que l'on vivait aujourd'hui. Et ce que l'on vit aujourd'hui, c'est l'équivalent de ce qui s'est passé il y a 10 000 ans. On vit un nouveau néolithique à minima, voire une renaissance, je vais en parler après. Un néolithique, pourquoi? Parce qu'Homo sapiens, c'est-à-dire nous tous dans cette salle, nous sommes sur la planète Terre depuis 200 000 ans environ. Pendant 190 000 ans, notre quotidien, c'est la chasse et la cueillette. Et puis il y a 7 000 ans, 8 000 ans, 9 000 ans, moins 10 000 environ, il y a une rupture fondamentale, une rupture technologique qui fait que du statut de chasseur-cueilleur nomade, on est devenu des sédentaires, on a commencé à urbaniser, construire les premiers villages qui deviennent les mégalopoles d'aujourd'hui, qui deviendra le Grand Paris demain. Rupture technologique qui change complètement la vie de l'humanité, le cours de la civilisation. Et cette rupture technologique, vous la connaissez tous, c'est l'invention de l'agriculture. Le fait de faire pousser sa nourriture nous a permis de nous sédentariser, de nous urbaniser et à donner lieu au travail. Et en fait, aujourd'hui, on a une nouvelle rupture technologique, et Gilles Babinet en parlera mieux que moi après, donc je ne vais pas trop m'étendre sur Internet. Cette rupture digitale qui est apparue dans les années 90 auprès du grand public, eh bien, c'est l'agriculture du néolithique. Tout va changer, tout a commencé à changer. Et dans les 30 prochaines années, le monde va complètement changer. Nos repères vont voler en éclats, et ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé, pourquoi? Parce qu'en fait, le monde dans lequel nous sommes depuis la première révolution industrielle, depuis 2 siècles, n'est plus soutenable, il est insoutenable. Insoutenable parce qu'Homo sapiens a une qualité, c'est d'être un grand prédateur, le plus grand prédateur que la Terre n'ait jamais porté, mais il a un gros défaut, c'est qu'il est insatiable, cupide et incapable de s'arrêter dans son autodestruction. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, cette prédation se traduit par un modèle économique qui est caduque et qui est en train de s'effondrer. Donc j'ai la mauvaise nouvelle de vous dire que ce que nous vivons aujourd'hui, dans 20-30 ans, c'est fini. Pourquoi? Parce que tout le modèle économique actuel, moderne, repose sur un accès illimité et infini aux ressources minérales et énergétiques, lesquelles sont en quantité finie, puisque vous savez qu'on vit dans un espace clos qui s'appelle la Terre, et que si nous voulons que l'économie mondiale continue à croître de 2 à 3 points par an et créer des richesses, ce qu'on appelle la croissance économique, ad aeternam pendant encore 20, 30, 40 ans, mais il faut qu'il y ait tous ces nouveaux consommateurs, chinois, amérindiens, africains, etc., etc. Et la problématique, c'est que si tout le monde consomme les mêmes iPhones, les mêmes tablettes, les mêmes voitures, les mêmes véhicules électriques, les mêmes vêtements Zara, H&M, etc., et j'en passe, il faut 5 planètes Terre. C'est une règle de 3. Combien de Nord-Américains consomment de ressources fossiles? Règle de 3, X pour 7 milliards, ça donne combien? Ça donne 5 planètes. Donc on a un petit souci, c'est qu'il n'y a pas de planète B à court terme et qu'on est obligé d'entrer dans un autre monde. Le problème, comme je vous le disais, c'est que depuis 1950, on a basé ce qu'on appelle l'économie, et j'y reviendrai après, sur l'obsolescence programmée, sur la société du jetable. Un concept fabuleux inventé en 1945, enfin en 1933 pour être précis, développé en 1945, lequel a été développé dans un contexte démographique et géopolitique qui n'était pas du tout le même. Nous avions 2 milliards d'individus sur la planète en 1945, 500 millions vont profiter de l'obsolescence programmée,
nord-américains, ouest européens, et les matières premières appartenaient aux occidentaux, puisqu'on est encore dans les empires coloniaux. Donc on a pu exploiter, transformer, consommer, jeter. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens voudraient que ce que l'on a développé en 1945 pour 500 millions d'habitants s'applique à 7 milliards d'individus, au moins aux 4-5 milliards qui sont connectés à Internet aujourd'hui. Et là, la réponse est simple, ça ne peut pas marcher. D'autant qu'on a des effets collatéraux à ce développement économique, à cette vision du monde qui n'est qu'une vision, qu'on appelle les gaz à effet de serre, la pollution, lesquels entraînent un dérèglement climatique qui va coûter assez cher à l'humanité, parce que je vous rappelle que oui, le dérèglement n'est pas nouveau, la Terre change de température tous les 400 000 ans en moyenne. La grosse problématique, c'est que cette fois-ci, ça va très 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 vite, première chose. Et deuxième chose, c'est que pour la première fois, on est 7 milliards à devoir migrer et nous nourrir dans un système climatique chaotique. Chaotique au sens où tout devient imprévisible et il faut trouver un nouveau point d'équilibre. Et ce point d'équilibre se fera avec ou sans nous. Parce que je vous rappelle qu'aucune espèce végétale ou animale n'a besoin d'Homo sapiens pour vivre. Par contre, nous, de qui avons-nous besoin pour respirer, pour boire, pour manger, pour vivre? De tout l'écosystème. Donc vous voyez l'inconscience d'Homo sapiens. Il est urgent que nous prenions conscience de notre inconscience pour sortir de cette impasse tragique. Et finalement, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que ce que l'on vit depuis 50 ans et depuis 2 siècles, depuis la première révolution industrielle, ça n'est pas gravé dans le marbre, on peut faire autrement, parce qu'on a fait autrement pendant 4 milliards d'années. Regardez ce qui s'est passé sur cette planète Terre. Si on résume, que vous soyez croyant ou non, on va prendre l'image de la Bible, la Genèse. 6 jours de création de la Terre, admettons. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le lundi, mardi, le mercredi, jusqu'à midi, la Terre se forme, de la poussière d'étoiles en fusion, une boule en feu. La vie commence le mercredi à midi et se développe dans toute sa beauté organique les 3 jours suivants. Samedi après-midi, à 4 heures, les grands reptiles apparaissent. 5 heures plus tard, à 9 heures du soir, lorsque les séquoias sortent de terre, les grands reptiles disparaissent. L'homme n'apparaît qu'à minuit moins 3 minutes. Le Christ naît un quart de seconde avant minuit. À un 40e de seconde avant minuit commence la révolution industrielle. Il est maintenant minuit, samedi soir, et nous sommes entourés de gens qui pensent que ce qu'ils font depuis un 40e de seconde va continuer indéfiniment. C'est une grande leçon d'humilité, et ça nous dit que demain sera sans doute totalement différent d'aujourd'hui, et ça ne peut pas être autrement. D'autant que le système économique dans lequel on est, qui repose sur une croissance du produit intérieur brut, qui est le seul indicateur qu'on utilise aujourd'hui quasiment dans le monde, on n'utilise pas l'indice du développement humain ou le BNB, le bonheur intérieur brut du Bhoutan par exemple, eh bien, quel est le sens de tout ça? Combien d'enfants allons-nous sacrifier? Combien de rivières, d'espèces végétales, animales allons-nous sacrifier pour générer cette croissance du produit intérieur brut? Car la réalité, c'est celle-là aujourd'hui. C'est encore ça. Article paru cette semaine dans le Figaro, Le Monde, etc. Tous les enfants ont des perturbateurs endocriniens dans les cheveux, quel que soit le lieu d'habitation. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et je vous rappelle que le mot économie, oikonomia, ne veut pas dire croissance du PIB. Oikonomia en grec, c'est la gestion du domaine. L'économie, c'est la bonne gestion des ressources pour vivre ensemble. C'est tout. C'est ça l'économie. Ça n'a pas été la fuite en avant du tout rentabilité tout le temps. Ça, c'est extrêmement récent. Et j'aime beaucoup cette phrase de Bob Kennedy qui, déjà en 68, dénonçait la limite du PIB en disant que c'est un indicateur qui prend en compte dans ses calculs quoi? La pollution de l'air, la publicité pour le tabac, les courses des ambulances qui ramassent les blessés sur nos routes, la destruction de nos séquoias, l'urbanisme tentaculaire. En revanche, le PIB ne mesure pas la santé de nos enfants, la qualité de leur instruction, ni la gaieté de leur jeu. Il ne mesure pas la beauté de notre poésie ou la solidité de nos mariages. En un mot, le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Voilà, on est dans le sens. Quel est le sens d'avoir un objectif de croissance du résultat net et du chiffre d'affaires? Quel est-il? Moi, quand je rencontre des dirigeants, ce qui est mon quotidien, je leur dis toujours, on parle de quoi quand on parle de croissance? Croissance du bonheur intérieur brut? Croissance de l'épanouissement? Croissance du bien-être de vos collaborateurs? Croissance qualitative de ce que vous faites? Ou croissance du résultat? Parce que ce n'est pas la même chose. On n'emmène pas les gens de la même manière, ça n'a strictement rien à voir. Donc vous aurez compris qu'on vit la fin d'un monde, une conception d'un monde, un peu étriqué, né il y a 2 siècles, optimisé, développé depuis 50 ans, et on passe à autre chose. Parce que la fin d'un monde, ce n'est pas une catastrophe. Je vous rappelle que l'Empire romain a disparu, et les Romains sont là, vous êtes dans la salle, on est tous des Romains quelque part. Par contre, qu'est-ce qui a changé? La gouvernance, le Sénat s'est vidé, Rome n'est plus le centre du monde, l'armée romaine n'est plus la première armée du monde, et une autre économie est née, un autre ordre religieux, politique est né, mais les Romains, ils sont toujours là. Et c'est exactement ce que l'on vit.
On vit la fin d'une civilisation et une autre civilisation est en train d'apparaître. Et ça ne peut être que les deux ensemble, ce n'est jamais l'un ou l'autre. Et ce qui est très intéressant, c'est que les contemporains d'un monde ne peuvent pas imaginer que leur monde disparaisse et laisse la place à un autre monde. Regardez ce qui s'est passé quand le monde féodal a disparu. Le monde féodal, on le connaît tous en Europe, 11e, 12e siècle, fin du Moyen-Âge, progressivement on rentre dans la Renaissance. Et si vous aviez demandé à un serf ou un seigneur du monde médiéval quel serait le monde de demain, c'est-à-dire un monde avec des machines industrielles, un monde avec des monarchies constitutionnelles et des républiques, vous croyez qu'il vous aurait dit oui, ça va arriver? Il vous aurait dit mais ça n'arrivera jamais. Que nenni, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le monde que je connais, ça fait 5 siècles, 8 siècles que c'est comme ça. Donc on regarde le monde en devenir en futur antérieur, l'œil dans le rétroviseur, et on se rassure. Et pourtant, ce monde médiéval a disparu, aussi ancien soit-il, et il a laissé la place à ce qu'on appelle le monde moderne. La révolution industrielle, nouvelle gouvernance, le monde d'aujourd'hui. Et mon propos ce matin est de vous dire, le monde moderne dans lequel nous sommes est en train de vivre ces dernières années, ces dernières décennies, et on va passer à autre chose, un 3e slide à droite. Et là, vous allez me dire, non, non, n'importe quoi, ça n'arrivera pas. C'est normal. Et pourtant, ça va arriver. Parce que si on analyse l'histoire avec un peu de recul, on se rend compte que ce que l'on vit en ce moment, c'est exactement ce qui s'est passé entre le monde médiéval et le monde moderne. Il y a une période de jonction, une tête de pont, une période de transition qu'on a appelée la Renaissance. Et la Renaissance, c'est pas arrivé comme ça, la Renaissance. La Renaissance, c'est un mélange du meilleur et du pire. C'est une période claire et obscure à la fois. Et aujourd'hui, quand on regarde l'état du monde, c'est clair et obscur. Il y a autant de raisons d'être optimiste le matin en se levant, et il y a autant de raisons d'être pessimiste en se levant. Et ça ne peut être que les deux à la fois, ça ne peut être que le « et », ça ne peut pas être le « ou ». C'est bien naturel, la nature, c'est le « et ». Et pourquoi on vit une Renaissance? Alors, j'ai une analyse rapide à vous proposer. C'est qu'en fait, il y a 5 facteurs de Renaissance. Le premier, c'est qu'à la Renaissance, c'est cette période de l'histoire où l'humanité, les Occidentaux, ont découvert que le monde n'était pas petit, mais qu'il était immense. On a découvert les Amériques. Donc c'est un choc spirituel extrêmement important, découvrir l'immensité du monde. Et bien aujourd'hui, 5 siècles après, on est en train de comprendre, ça a commencé, que le monde dans lequel nous sommes, il n'est pas immense, que les ressources naturelles ne sont pas inépuisables. Ce monde, il est tout petit, il est fini. De l'immensité, on découvre la finitude du monde au XXIe siècle. Donc la notion de prendre soin des ressources, de l'environnement, de la planète dans son ensemble ne peut que se développer. Les générations qui arrivent seront toutes écologiques, pas dans le sens politique actuel, mais dans le sens du bon sens. Parce qu'il faudra bien prendre soin de l'eau, de l'air et des ressources halieutiques, on n'en a pas d'autres. L'eau que vous buvez aujourd'hui dans des bouteilles plastiques, les dinosaures buvaient la même il y a 65 millions d'années. C'est un circuit fermé, l'eau. Il n'y en a pas d'autres. Il va falloir en prendre soin. Deuxième facteur de Renaissance, la créativité. La Renaissance, c'est Léonard de Vinci, Botticelli, les peintres flamands, ça profusionne. Et aujourd'hui, c'est la même chose. On peut avoir peur du transhumanisme, on peut avoir peur de certaines dérives. Le constat est qu'il y a une créativité phénoménale au plan technologique et intellectuel, et c'est assez passionnant de voir ce qui se passe actuellement. Cette créativité, elle s'accélère, les innovations vont de plus en plus vite, et en termes de management, je sais que c'est très difficile de gérer tout ça. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, Internet est le catalyseur de la transformation, c'est la nouvelle agriculture. Eh bien, Internet accélère le temps de l'histoire. Les choses vont plus vite parce que maintenant, on est tous connectés. Et quand vous voyez la vitesse à laquelle Instagram a conquis 50 millions d'utilisateurs seulement 6 mois, alors qu'il avait fallu 38 ans à la radio pour conquérir 50 millions d'utilisateurs, vous dites que les 10 prochaines années vont être plus riches en innovation que les 10 dernières. Parce que plus on est connecté, plus la connaissance circule et plus l'innovation jaillit, et plus on arrive à des choses qui étaient imprévisibles. Rappelez-vous que le premier iPhone est apparu en 2008. 2008 l'iPhone. Ça fait à peine 10 ans. Que va-t-il arriver dans les 10 prochaines années? Donc la renaissance que nous vivons aujourd'hui, il y a une notion d'urgence. Elle ne va pas durer 5 siècles. Elle va durer encore 25, 30 ans, 40 ans. Mon avis est qu'entre 2050 et 2070, le monde aura changé complètement, littéralement. Et pour montrer la vitesse à laquelle les choses vont, l'été dernier, en seulement 2 semaines, un jeu qui s'appelle Pokémon Go, dont on peut penser ce qu'on veut, j'ai pas d'avis sur la question, j'ai pas joué. Néanmoins, Pokémon Go a touché 45 millions de joueurs en 2 semaines. Et ça, c'est une note d'espoir. Alors soit vous voyez ça en vous disant, les gens ils regardent des choses débiles et des jeux insignifiants et ils se le partagent, soit vous voyez ça de l'autre côté. Si demain, l'un de nous dans le monde développe une rupture technologique qui permet de manière universelle de fabriquer son énergie en toute indépendance, gratuitement, sans impacter le vivant, qu'est-ce qui se passe? En 2 clics, ça fait le tour de la planète. En 2-3 semaines, les business models se montent,
En quelques mois, on a changé l'image de la planète et de l'histoire de l'humanité. On s'affranchit de tous les producteurs d'énergie, plus ou moins polluants, et de tout le système centralisé. On passe à la décentralisation totale, à l'autonomie énergétique, moins de conflits, moins de corruption, moins de guerres, on change de monde. Ça paraît très bisounours, mais ça peut arriver. Parce que c'est la première fois que l'humanité est connectée. Ça n'est jamais arrivé avant. La Renaissance, c'est aussi beaucoup de violence. Je vais passer assez vite, on ne va pas refaire les images violentes qu'on a tous les jours à la télévision, mais la Renaissance, c'est aussi les guerres de religion entre catholiques et protestants. Aujourd'hui, violence politique. Trump, Erdogan, Orban, la Corée du Nord, peut-être la France dans quelques semaines, qui sait. La Renaissance, c'est une nouvelle diffusion de la connaissance. S'il n'y avait pas eu impression mécanisée par Gutenberg, il n'y aurait pas eu diffusion des livres, diffusion de la connaissance, il n'y aurait pas eu la révolution industrielle et la révolution des Lumières. Donc l'outil de diffusion de la connaissance est vraiment important, c'est le catalyseur de la transformation d'une société humaine. Et aujourd'hui, je reviens à Internet, les réseaux sociaux, le web est un outil de diffusion extraordinaire de connaissances, bonnes et moins bonnes, à nous de bien nous en servir, mais ça va transformer l'histoire de l'humanité. 5e facteur de renaissance, s'il y a eu renaissance, c'est aussi parce qu'on a découvert que les certitudes séculaires étaient fausses. La Renaissance est une période de remise en cause des vérités acquises. Et s'il y a une vérité qui a été remise en cause au XVIe siècle, c'est celle selon laquelle la Terre était le centre de l'univers, qu'elle était immobile et que les étoiles tournaient autour. C'est ce qu'on appelle le géocentrisme, théorie bâtie par Aristote 4 siècles avant Jésus-Christ. Et pendant 2000 ans, les Européens, je dis bien les Européens, parce que le monde arabe, les Babyloniens et autres avaient déjà compris que tout ça était lié, les Européens étaient convaincus que la Terre était le centre de l'univers et que l'homme était le centre de l'univers. Quelle erreur! 2000 ans d'erreur. Et il a fallu attendre la Renaissance pour que le géocentrisme soit remis en question. Donc la question qu'on va se poser tout à l'heure, c'est quel géocentrisme va être remis en question dans les prochaines années. Et ce qui est intéressant, c'est que la fin du géocentrisme, la découverte des Amériques, sont quand même deux profondes remises en cause des trois religions du livre. Puisque l'homme érudit du XIVe siècle, il lit la Bible, le Coran, la Torah, ou alors il a une philosophie bouddhiste ou autre, mais tout est écrit dans les livres. Toutes les réponses à ces questions sont dans les livres. Et là, il découvre les Amériques, ce n'est pas dans les livres. Le géocentrisme, l'héliocentrisme n'est pas dans les livres. Qu'est-ce qu'il en surgit? Non pas une remise en cause de la foi, mais une remise en cause de la connaissance. Et des scientifiques qui commencent à accepter qu'ils ne savent rien. Et finalement, si on s'était trompé, s'il fallait découvrir autre chose. Et c'est une explosion de la connaissance. Comme quoi, il n'y aurait pas eu révolution scientifique s'il n'y avait pas eu ces grandes découvertes. Et c'est l'acceptation de l'ignorance qui nous permet d'envisager le monde de demain. Les gens qui sont perclus de certitude dans le monde actuel sont en danger. Ils savent, eux sont en danger. Les mieux armés sont ceux qui doutent et qui sont capables de remettre en cause en permanence leurs certitudes. Révolution copernicienne. Toujours remettre en cause ce géocentrisme qui n'est pas négociable en son temps, mais qui devra l'être dans les prochaines années. Et donc on se rend compte que le principal frein à la transformation du monde actuellement, ce n'est pas un frein technologique, puisqu'on l'a vu, on a une profusion d'innovations qui sont en cours. Ce n'est pas un frein financier, il n'y a jamais eu autant d'argent dans le monde qu'en 2017. Il suffit de regarder les marchés financiers. Le montant des dividendes est historiquement élevé aux États-Unis et en Europe. Donc il est où le problème? Le problème, il est là. Le problème, il est en vous, il est en moi. Le problème, c'est notre incapacité à penser autrement. Et comme le dit si joliment Edgar Morin, la manière de penser que nous utilisons pour trouver des solutions aux problèmes les plus graves de notre ère mondialisée constitue elle-même un des plus graves problèmes que nous devons affronter. Chacun doit faire sa révolution copernicienne et accepter de penser autrement. Faire un pas de côté pour comprendre ce qui se passe et ce qui pourrait arriver. Et quelque part, Edgar Morin nous ouvre la voie de la complexité. Arrêtons de penser en silo. Il n'y a pas l'économie d'un côté, il n'y a pas l'écologie de l'autre, il n'y a pas le bien-être du collaborateur, le bien-être de l'individu, des citoyens, des électeurs, des travailleurs. Ça forme un tout. Et il y a une interconnexion permanente entre toutes ces tendances, entre tous ces paramètres. Complexus en latin, ça veut dire le tissage, le lien. Tout est lié, tout est tissé. Et donc, tant qu'on reste dans une approche en silo des problématiques en entreprise ou dans la vie politique, on est sûr de ne pas trouver la bonne solution à nos problèmes. La solution ne peut être que complexe face à la complexité du monde. Il n'y a pas de simplicité face à la complexité. Et là où on voit qu'Internet est encore un catalyseur de transformation, c'est que le web est un maillage extrêmement complexe. Il est en train de nous ouvrir à la complexité. Et les jeunes générations sont beaucoup plus complexes dans leur approche du monde que ne sont nos générations et celles d'avant. Parce qu'ils naissent dans cette latéralité, dans cette complexité. Et ce qui est intéressant, c'est que du net, du réseau, jaillit
de nouveaux acteurs qui sont en train de nous ouvrir les portes de la complexité et qui sont en train de faire basculer notre monde. Et je les appelle, entre guillemets, les barbares numériques. Ce n'est pas péjoratif du tout. Le barbare est celui qui n'appartient pas à la civilisation qui l'attaque, c'est tout. Donc imaginons que nous sommes dans un monde occidentalisé, né de la première révolution industrielle. On voit apparaître depuis 20 ans les barbares numériques. Google a été le premier barbare numérique. Il vient d'où Google? Blouf, c'est une bulle. Il y a un réseau qui est créé, il y a une bulle qui apparaît. Google, 1998. Et derrière, on en a d'autres. On a Amazon, on a Uber, etc., etc. Je ne vais pas tous les faire, vous les connaissez déjà largement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, leur grande force, ils ont des faiblesses, comme tout le monde, on peut les critiquer. Mais mon propos n'est pas de dire s'ils sont bien ou mauvais, puisqu'ils ne peuvent être que les deux à la fois. Donc mon constat purement impartial est de dire que ces gens-là ont une grande force, c'est qu'ils pensent de manière complexe et latérale. Qu'est-ce que Google est venu faire dans la voiture sans chauffeur, dans la santé connectée, dans la téléportation, dans les drones pour la livraison, etc. Ce n'est pas à eux de le faire. Ça aurait dû être à Peugeot, à Renault d'imaginer le véhicule sans chauffeur. Ça devrait être à Essilor de faire des lunettes connectées qui vont nous soigner et qui vont nous divertir. Non, Essilor fait des verres. Et là, on voit deux visions du monde qui s'opposent. Une vision unilatérale en silo et une vision complexe. J'ai un algorithme, je le développe partout. Mon métier, c'est le divertissement. Je vais faire des lunettes pour divertir les gens. Et Essilor deviendra mon sous-traitant. Voilà comment pensent les barbares numériques. Et je les ai mis dans les barbares numériques parce que le barbare, aussi érudit et gentil soit-il, parce que les barbares ne sont pas des bêtes féroces, le barbare a une vision, une stratégie, c'est d'aller piller les richesses d'une autre civilisation. Et quelque part, alors c'est un peu caricatural, vous m'excuserez, le temps est compté, quelque part c'est Twitter, c'est Facebook, c'est Alibaba, c'est Baidu, etc. Ils viennent prendre les parts de marché du monde occidentalisé bâti pendant 2 siècles, et ils partent avec. Un peu comme les barbares ont fait des razzias dans l'Empire romain. En parallèle des bâtisseurs, et c'est l'un et l'autre, c'est pas l'un ou l'autre, parce que les bâtisseurs qui travaillent, eux, à la frugalité, qui sont en train de construire sur les ruines du monde décadent le monde de demain, donc ces bâtisseurs, ils utilisent les outils des barbares. Si vous voulez lancer une marque de mode éthique, vous ne pouvez pas le faire sans le réseau social. Vous ne pouvez pas le faire sans les Google, sans les Baidu, sans les Facebook. Donc il ne s'agit surtout pas de les opposer, ces barbares et ces bâtisseurs. Il faut comprendre que l'un et l'autre sont indissociables. Et c'est comme ça qu'un nouveau monde naît. Le bâtisseur est le barbare est un accélérateur du déclin. Il précipite l'effondrement, le bâtisseur reconstruit pendant que le monde s'effondre. J'ai bien dit pendant et pas après, c'est pendant. Et on est actuellement dans la reconstruction du monde. Il y a toute une série de bâtisseurs qui sont en train d'envisager leur entreprise avec une pièce maîtresse, le sens, le pourquoi on est ensemble le matin, à quoi ça sert ce que l'on produit. Ils ont mis ça au cœur de leur stratégie. Ils sont en capacité de réconcilier la nécessaire rentabilité au bien-être de leurs collaborateurs et à la préservation du vivant. C'est le triptyque de la soutenabilité, ce qu'on appelle le durable. C'est les 3 piliers, mais 3 piliers qui sont indissociables, qui se traitent ensemble de manière complexe et qui s'auto-nourrissent entre eux. Alors ces bâtisseurs, qui sont-ils? Eh bien ces bâtisseurs, ils sont très minoritaires. Et donc je les compare quelque part à l'Empire romain. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'Empire romain? Eh bien avant que l'Empire romain décline, on a eu une poignée d'individus, 12-13 individus qui sont arrivés du Moyen-Orient, une secte juive qu'on appelle les chrétiens, et qui disent aux Romains, le politisme, c'est pas possible, l'esclavage, il faut arrêter les dégâts, attention, on va changer de monde. Vous connaissez l'histoire, martyr, et puis finalement, Constantin se convertit au christianisme au IVe siècle, et puis de là, schisme avec l'église byzantine, l'église romaine, et l'Empire romain éclate, les barbares rentrent, tout ça pulvérise l'Empire romain. C'est une poignée d'individus déterminés qui aspirent à un monde nouveau, qui changent l'Empire de l'intérieur. Et aujourd'hui, vous avez pareil avec les alters, les makers, les communeurs, les low-cavers, les véganes, tous ces groupuscules de gens plus ou moins investis dans des causes sociales, environnementales qui cherchent du sens, sont en train de changer le monde. Et je vais vous le prouver en quelques slides. Par exemple, les bâtisseurs, ils développent une approche low-tech. Ils veulent contrecarrer les high-tech. Beaucoup de matières premières, beaucoup d'énergie. On va répondre aux besoins de base en utilisant moins d'énergie, moins de matières premières. Cette jeune fille, par exemple, elle prend un panneau solaire en Afrique, elle met un vase vide, un vase plein d'eau, et elle fait tourner le panneau à mesure que l'eau s'évapore toute la journée. Le panneau tournant est efficient, 40% de performance supérieure à un panneau fixe. Aucun ingénieur environnemental occidental n'y avait pensé. Parce que pour un ingénieur occidental, il fallait mettre un moteur. Et un moteur allait consommer l'énergie du panneau, donc aucun sens. Il a fallu attendre qu'une jeune fille sorte du jus de crâne pour revenir au vase communicant que les Romains avaient inventé il y a 2000 ans. C'est pas plus compliqué. Ce jeune garçon à droite, il a inventé une douche avec une pompe qui récupère l'eau dans le bac à douche, qui remonte dans la colonne, l'eau est filtrée, nettoyée, vous lavez, l'eau est filtrée, nettoyée, vous lavez, l'eau est filtrée. Avec 10 litres d'eau, faites tourner une douche pendant des mois. Pourquoi on ne fait pas ça dans tous les pays en stress hydrique? Parce qu'on pense que l'eau est en quantité infinie, c'est tout. Ces bâtisseurs, ils développent ce qu'on appelle le do-it-yourself. Ils commencent à réparer par eux-mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi le do-it-yourself se développe?
Un, pour des raisons économiques. L'Occident s'appauvrit, les gens commencent à réparer des objets coûteux. 2, pour des raisons écologiques. Zéro waste, zéro déchet, prise de conscience de la finitude du monde et la nécessité de ne moins gâcher. 3, pour des raisons sociales. Quand on fait du do-it-yourself, généralement, on partage les connaissances avec 2-3 personnes, en ligne, on va dans des Fab Labs, c'est sympathique, on se crée de nouvelles relations. 4, parce qu'on a un outil pédagogique exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, YouTube. Et on en vient à Internet. Tous les tutoriels sont en ligne sur YouTube pour faire du do-it-yourself. Donc ça veut dire quoi? Que le do-it-yourself ne peut que se développer dans les prochaines années. Donc l'économie mondiale ne peut que continuer à décliner. Parce que si les gens aisés commencent à réparer pour des raisons philosophiques, technologiques, qu'est-ce qui se passe? On n'est plus en déconsommation, on est en effondrement du système économique. Et ce qui est en train de se passer progressivement. Les jeunes générations vont réparer de plus en plus leurs objets pour reprendre leur autonomie technologique aussi. En parallèle, ces bâtisseurs, ils sont en train de mutualiser aussi les choses. Vous connaissez tous les Blablacar, les Vélib, etc. Je ne vais pas revenir dessus. Pourquoi? Pour des raisons économiques, on partage. Pour des raisons écologiques, pour des raisons sociales et pour des raisons technologiques. Parce qu'une plateforme Internet, ça se crée en 2 clics aujourd'hui. Mais derrière, ça ne fait pas l'affaire de l'économie mondiale, parce que si tout le monde se met à partager, enfin, il n'y aura jamais tout le monde, mais s'il y a 60% des individus qui commencent à partager leur chaise longue, leur table à repasser, leur lave-vaisselle, leur tondeuse, etc., ben on va en vendre beaucoup moins. Hein. C'est basique, c'est une lapalissade. Donc si on en vend beaucoup moins, on va produire beaucoup moins, donc on va créer beaucoup moins d'emplois. Donc, on change de modèle économique. Parce que le do-it-yourself et la mutualisation, ce qu'on appelle l'économie du partage, sont en train de planter les 2 poignards manquants pour mettre à plat le système économique mondial. Donc c'est en train de se faire, et on voit des business models assez disruptifs, qui sont même étonnants, où arrive la location de vêtements. Aujourd'hui, on commence à louer des jeans, louer des chemises, louer des pulls sur Internet. Alors vous allez me dire, j'y crois pas un instant, ça ne marchera pas. C'est normal, on est trop vieux dans la salle pour y croire. On est trop vieux, nous on est des propriétaires. Mais qui vous dit que dans 15 ou 20 ans, vos enfants ne seront pas locataires d'un super sweatshirt ou d'un super pull textile? Pourquoi ils deviendraient locataires? Parce que leur textile va produire de l'énergie. Donc ils ne seront pas propriétaires, ils ne seront pas locataires pour le plaisir d'être locataires. Ils le seront parce que, ils auront compris que acheter un pull ou une veste, ce n'est pas la veste qu'on achète, c'est l'usage. Donc on passe du bien à l'usage. On achète quelque chose qui nous chauffe, qui nous habille, qui nous vêtit, voire qui nous différencie des autres, la mode. Mais si en plus ce textile est intelligent, et les technos sont en train d'arriver dessus, et permet de produire l'énergie en récupérant la chaleur du corps, laquelle est de l'énergie agricole, pétrolière en amont, là on est dans la transition énergétique. Ça, c'est la vraie transition énergétique. Toutes les calories qu'on ingurgite toute la journée, elles s'évaporent où? Dans l'atmosphère. Et pourtant, en amont, il en a fallu des tracteurs, des bateaux, des camions, des intrants chimiques fabriqués à partir de pétrole pour nourrir la planète. On va la récupérer, cette chaleur, c'est une évidence. Donc on louera un textile qui permet de produire de l'énergie, et le soir, quand je le poserai sur un cintre connecté à ma Tesla ou à la batterie électrique de ma maison, ça allumera ma lampe, mon grille-pain, mon lave-vaisselle, et toute la journée, je téléchargerai mon téléphone portable en marchant, en ayant le téléphone dans la poche. Elle est là, la transition énergétique, elle arrive. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous me suivez dans le raisonnement, là vous allez voir que l'économie mondiale va s'effondrer dans les prochaines années, c'est que moins de biens, plus d'usages, moins de propriétaires, moins de besoins financiers pour consommer des produits moins obsolètes, durables, finalement on change la relation au travail et à l'argent. Et c'est exactement ce que la jeune génération est en train de nous dire. Pour ceux qui sont dans le recrutement, qu'est-ce qu'ils vous disent les plus jeunes? Ils vous disent le salaire, ok, j'ai fait telle école, bon, on va tomber d'accord. Mais après, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? C'est quoi le business? Et ils calculent dans leur tête de combien ils vont avoir besoin par mois pour vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. Alors que nos parents ou nous étions en train de nous dire combien je peux gagner dans cette entreprise, quelle carrière je peux faire. Ils n'ont strictement rien à faire de la carrière, eux. Et ils se disent, est-ce qu'à la fin de l'année, je peux faire un break de 3 mois pour faire un petit tour du monde? Est-ce que vous m'autorisez à faire une année de césure tous les 5 ans? Est-ce que le vendredi à 16h, je peux aller faire du foot? Ils n'ont pas du tout les mêmes attentes, parce qu'ils sont dans une relation à l'argent et au travail qui n'est plus du tout la même. Il faut que ça devienne un plaisir, il faut que ça devienne joyeux, il faut que ça devienne utile aux autres et à moi. Ne pas opposer le collectif à l'individu. Un collectif qui fonctionne, c'est des individus satisfaits. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce n'est pas l'hypercapitalisme ou l'hypercommunisme. Les deux ne marchent pas. Il faut revenir au bon sens, il faut que les deux se complètent. Et tout ce que je vous dis depuis 25 minutes, et je vais accélérer, eh bien, ça ne peut que continuer à se développer et à bouleverser nos certitudes, parce que l'une des conséquences du net et des réseaux sociaux, c'est le développement de ce qu'on appelle le pouvoir latéral. Le pouvoir latéral, c'est l'anti-pyramidal, des individus qui se connectent entre eux, l'empowerment,
Et plus on va se connecter entre nous, plus on va faire sécession du haut de la pyramide. Et comme la pyramide ne tient, le haut ne tient que parce que la base est consentante, si la base est plus consentante, ça va faire tomber les pyramides. Et les pyramides vont bientôt s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'il y a des technologies que je ne développerai pas, parce que je pense que d'autres vont le faire derrière moi, qui s'appellent par exemple les blockchains. La blockchain, pour aller vite, permet de s'affranchir des intermédiaires inutiles. A et B s'échangent un bien sans passer par un intermédiaire C. On peut commencer à s'échanger l'énergie entre nous. Ça se fait à Brooklyn. Demain, on se louera des voitures entre nous. On se louera des taxis entre nous. Donc même Uber, Airbnb sont menacés par la blockchain. Les banques sont menacées par les blockchains, elles le savent déjà. Plein de gens sont menacés par la blockchain. Les notaires, les avocats. Et quand on regarde les prévisions de Accenture, alors après on y croit, on n'y croit pas, hein. Moi j'ai pas de boule de cristal. Qu'est-ce que vous dit Accenture? Qu'en 2025, le marché de la blockchain est arrivé à maturité. Donc c'est le Internet 4.0, 5.0, je ne sais pas comment on va l'appeler. Mais c'est la nouvelle, c'est le troisième étage de la fusée. On se connecte, après c'est les internautes qui prennent le contrôle, troisième étage, on se débarrasse des intermédiaires, on redevient autonome. Et ça, c'est en train d'arriver sous nos yeux en temps réel. Derrière, pour conséquence, ça a quoi? En termes de management, c'est qu'on a des jeunes de plus en plus nomades. On ne va pas redevenir des chasseurs-cueilleurs nomades, mais on va redevenir des nomades, agriculteurs, ça j'en suis sûr, mais agriculteurs dans les villes, agriculture urbaine. Et qui dit nomadisme dit une relation au travail et à la hiérarchie différente aussi. Là, vous voyez à quel point Internet est en train de changer les choses. Parce qu'aujourd'hui, que demandent ces plus jeunes? Ils demandent à travailler de partout, n'importe quand ils veulent, à temps choisi, parce que l'outil le permet. Quel est l'intérêt de mettre les gens dans une boîte physique, 8 heures par jour, à l'heure du haut débit, de la connexion en temps réel? Ça n'a plus aucun sens. Ça n'a pas de sens. Et ils nous le disent d'ailleurs, ils nous disent « je veux un management différent ». Et moi, je prône ce qu'on appelle le management polycellulaire, le fait que chaque individu est autonome en étant interdépendant. Et c'est le fonctionnement de la nature. Dans la nature, dans le corps humain, chaque organe vital est autonome dans son fonctionnement, tout en étant interdépendant des autres organes. Et quel est le résultat? Le résultat transcende la somme des parties, puisque le résultat, c'est la vie. Donc c'est naturel, le polycellulaire. Et comme le dit si bien Joël de René, l'entreprise de demain est une plateforme d'intelligence collective. Ce à quoi j'ajoute, ce n'est pas les murs qui font l'entreprise, c'est les valeurs que l'on va proposer et que l'on va porter ensemble. Donc pour conclure, bien sûr, on va passer de la création de valeur au singulier, Milton Friedman, années 70, on est encore en plein dedans, hein, à la création de valeur au pluriel, et ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est un ensemble de valeurs. Et derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en pleine renaissance SENS, le pourquoi devient discriminant, génération Y, hein, comme on dit pour les Y, les Z, les milléniums. Et le pourquoi, il nous amène à nous remettre en question aussi sur ça va être quoi le prochain géocentrisme qui va tomber? Et là, je vais faire une petite conclusion philosophique. Pour moi, le prochain géocentrisme qui va tomber dans les 20 prochaines années, les 30 prochaines, le plus vite possible et le mieux, bien sûr, c'est l'anthropocentrisme. Alors je m'explique. Géocentrisme, la Terre est le centre de l'univers, et par conséquent, l'homme est le centre de la Terre et de l'univers. On a fait tomber le géocentrisme, on n'a pas fait tomber l'homme et le centre de la Terre. L'homme est la mesure de toute chose, anthropos, l'homme. Et le problème, c'est que tant que l'humanité hors sol se croit au-dessus des règles de la vie, au-dessus des règles qui vont de l'infiniment petit à l'infiniment grand, le grand tout, l'homme est en danger, avec un grand H. Et l'humanité ne survivra pas à cette sécession, à cette rupture de la chaîne. Donc il faut reprendre notre juste place. Notre juste place, ce n'est pas sacraliser le vivant, ce n'est pas sacraliser l'infiniment petit ou l'infiniment grand, c'est reprendre notre place, un ensemble de poupées gigognes harmonieuses. On doit reprendre la place qui est la nôtre dans cet ensemble. Et ça passe par quoi? Ça passe par la remise en question des objectifs de croissance économique qui deviennent obsolètes, puisque le coût à payer aujourd'hui pour atteindre ces objectifs obsolètes, c'est ça. Je reviens de Shanghai, c'est ce que j'ai vu dans la rue à la sortie de l'école. Et comme le dit le philosophe allemand Hans Jonas, si on ne change pas de voie, la voie prise depuis 2 siècles nous mène vers l'impasse tragique. L'humanité disparaîtra au XXIe siècle. C'est pas plus compliqué, hein, c'est tout. Alors moi, ça ne me fait pas peur, hein, vous voyez, je souris. Mais j'en suis conscient maintenant. Donc comme j'en suis conscient, ça m'incite à chercher une voie de sortie. Et la voie de sortie, c'est celle de la réconciliation de l'humanité avec le vivant, parce que finalement, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce qu'ont fait nos prédécesseurs il y a 2 ou 3 siècles, quand l'esclavage était normal. L'exploitation des êtres humains pour un modèle économique européen, c'était le business. Et quiconque remettait en cause l'esclavage passait pour un lanceur d'alerte, un bisounours, un empêcheur de tourner en rond. Victor Schœlcher, c'était un lanceur d'alerte avant l'heure. Et personne n'imaginait que c'était possible de faire autrement. Et on a fait autrement. Eh bien, aujourd'hui, je vous annonce qu'on va faire autrement.
On va tout changer. Énergétique, alimentation, entreprise, management, façon de se vêtir, de se déplacer, et ça a déjà commencé. Et le grand challenge pour l'humanité, c'est de faire à nouveau avec et non plus contre ou sans le vivant. Et pourquoi il faut faire avec? Non pas parce que l'humanité est en danger, ça on l'a dit, mais aussi parce que dès lors qu'on fait avec, on a un champ d'innovation et de création de sens phénoménal. Bon, il y a une technologie qui me passionne aujourd'hui, et je vais juste vous donner 2 slides parce qu'après ça m'emmènerait pendant des heures. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme, c'est de regarder ce qu'il y a sous nos pieds. Le monde de demain, il n'est pas géographique, c'est pas la planète Mars, le monde de demain, on passe l'euro, on ne va pas tous aller en vaisseau spatial sur Mars. En plus, quel intérêt, il ne fait pas très beau pour y vivre. Le monde de demain, il est sous nos pieds, il est en nous, autour de nous. Le matériau le plus solide au monde aujourd'hui, c'est la dent du bernique. Pour tous ceux qui sont allés fréquenter une plage, dans l'Ouest, vous avez vu des chapeaux chinois, comme on dit, des berniques collés. Eh bien, la dent du bernique, la petite aspérité qui est sur la coque, c'est le matériau le plus solide qui existe aujourd'hui sur cette planète, avec le fil d'araignée. Et la question qu'on se pose, c'est comment une araignée produit un matériau plus solide que le titane et plus souple que l'acier en digérant une mouche. Ah oui. Et comment un bernique, avec du sable, du sel, du plancton, à 11 degrés maximum de température, nous conçoit le matériau le plus solide qui existe sur cette Terre. Si l'humanité a l'humilité d'essayer de comprendre ce qui se passe au lieu de piétiner et d'écraser, on a une révolution technologique, une civilisation phénoménale qui s'ouvre à nous. Une humanité réconciliée avec son écosystème. On fera des carlingues d'Airbus en les trempant dans de l'eau salée, on ressortira un avion. C'est 40 ou 50 ans, hein, c'est pas pour demain matin, mais c'est un peu l'idée. Et au niveau de la façon de vivre ensemble, au niveau de l'économie, de Economia, il y a un modèle qui est extrêmement intéressant que je vous invite à creuser, c'est la forêt. Parce que qu'est-ce qui se passe dans une forêt? C'est un écosystème résilient, une forêt. Vous coupez la tête, ça repousse des racines. Tout est décentralisé. Et tout est cohérent, et la forêt repose sur la diversité, la multitude, les inégalités et l'égalité. Et en fait, dans la forêt, les arbres encouragent la compétition pour mieux en sortir. Le but, c'est d'atteindre une harmonie, un équilibre issu d'un chaos. On cherche un point d'équilibre. Et la forêt ne fonctionne qu'avec des ressources locales. Voilà, pour conclure, je vous dirais que tout ce que je vous dis paraît complètement utopiste, mais je vous rappelle qu'il y a quelques siècles, il y a 2 siècles, on a réussi à abolir l'esclavage et on a eu la révolution industrielle alors que ça paraissait utopiste 50 ans avant. Donc mon pari, c'est qu'on va abolir la pollution au XXIe siècle et que si on abolit la pollution par cette réconciliation philosophique, l'humanité s'ouvre une voie de développement, de prospérité, je ne parle pas de croissance volontairement, hein, de prospérité colossale, phénoménale. Regardez par exemple comment résoudre le problème climatique. On a trop de CO2 dans l'atmosphère, on a trop de méthane, etc. On a du soleil tous les jours. Une journée de soleil, c'est les besoins de la Terre pour une année, pour les habitants. Eh bien, qu'est-ce qui nous empêche de copier les végétaux? Ils prennent du CO2, ils prennent du soleil, ils fabriquent du sucre, ce qu'on appelle de l'énergie. Et ça, c'est la photosynthèse. Donc l'une des ruptures technologiques qui va peut-être nous sauver, c'est la photosynthèse. Quand l'humanité copiera la photosynthèse, nous serons autonomes et nous dépolluerons cette atmosphère que nous avons souillée. Alors vous allez me dire, Yannick, t'es gentil, tu rêves. Je sais qu'il y en a qui me prennent pour un rêveur dans la salle. Je leur envoie la question, c'est qui le rêveur? C'est l'utopiste, à mon avis, c'est celui-là. Ça, c'est un utopiste. Il pense que son monde est infini et que la croissance peut durer indéfiniment dans un monde fini. Pour que ça fonctionne, un dernier mot. Si on veut changer le monde, il faut changer son monde à soi. Moi, je ne peux pas changer le monde tout seul. Par contre, je peux changer mon monde à moi intérieurement et je peux le changer extérieurement. Aider mes proches, les gens que je rencontre à changer. Si chacun change son monde, on changera les mondes et donc on changera le monde. Mais on ne s'attaquera pas tout seul au changement de monde. Ça, c'est extrêmement important. Et changer son monde, eh bien, ça commence par faire ce pas de côté, cette culbute intellectuelle, cette haute façon de penser, regarder les choses autrement, ce qu'on appelle la métanoïa. C'est un mot grec. Il y a la métamorphose, c'est la transformation du corps, la métanoïa, c'est la transformation de l'esprit. Pas de métamorphose sans métanoïa, et si on fait notre métanoïa, l'humanité réussira sa chrysalide. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas s'il reste du temps pour les questions, mais merci pour votre attention. Alors, je regarde le chronomètre. 38 minutes, 35 secondes. Il reste 1 minute 30 pour les questions. Je veux bien en prendre une. Si jamais il y a d'autres questions, je suis à 11h30 là-haut, là, au rayon librairie, et je suis là une bonne partie de la journée, donc n'hésitez pas à venir me voir. Je suis à votre disposition. Oui, madame? Alors, les contacts avec le monde politique. Je suis allé au Césaire il y a 5 ans. On m'avait invité au Conseil économique et social pour donner ma vision de l'économie. On m'a gentiment remercié, et ça n'a pas été retenu.
Après, je suis dans d'autres sphères, essayer de leur parler, mais en étant toujours en dehors de la politique. Je ne suis pas politisé pour être crédible. Et en fait, les gens vous écoutent parce qu'ils disent oui, 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 mais très vite, ils reviennent au court terme. Donc, je n'attends plus rien de nos hommes et femmes politiques actuellement, et je milite plus pour un activisme individuel et citoyen. Il y a des mouvements comme Ma Voix, j'en profite pour en parler, où les citoyens vont essayer de prendre l'Assemblée nationale dans les prochaines années par un vote de citoyens qui deviendront des députés. Il y a plein de mouvements citoyens comme ça, et je crois beaucoup plus en ça aujourd'hui. Donc l'élection actuelle, pour moi, il n'y aura pas de Messie, il n'y aura pas de Messie, ça ne résoudra rien. Une autre question rapide, oui? Ouais, je crois qu'il y a un micro, il faut demander un micro. Il y a un micro, on va vous apporter un micro, sinon on n'entend pas sur la régie. Hein. 2 minutes encore? On avait prévu qu'il n'y aurait pas de micro, c'est pour ça qu'on... Ah d'accord, excusez-moi, c'est moi qui mets la pagaille parce que je ne vais pas vous donner la parole tout de suite. J'ai parlé trop longtemps. Mais c'est ma responsabilité, c'est moi qui ai pris 40 minutes de parole au lieu de 20 minutes. Je n'avais pas compris en fait. Je pensais que c'était 40 minutes de parole. Alors, parlez fort à ce moment-là, puis le monsieur qui pose la question. Bon, ben, allez-y, parlez fort, mais Très on fort. n'entendra pas en régie. Oui, oui, alors non, c'est pas que je ne vois pas la fin d'Internet. Je pense que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ne peuvent que se développer. Après, est-ce que Facebook, Twitter seront les tenants du réseau social demain? Est-ce que Google sera encore là dans 30 ans? Je n'en sais strictement rien. Je pense que les citoyens vont se réapproprier le réseau. Donc moi, je n'ai pas peur du Big Brother, ça n'engage que moi. Je n'ai pas peur du Big Brother parce que je pense que toute culture génère sa contre-culture et que plus il y aura des intentions d'un Alphabet, Google et autres à prendre la main sur le réseau, plus il y aura une résistance qui se mettra en place. Mais je pense que dans le monde de demain, dans 50 ans, dans 40 ans, on sera autonome et on sera propriétaire du réseau. Parce qu'entre l'intelligence artificielle et la fusion homme-robot, il va bien falloir qu'à un moment l'humain reprenne son autonomie. Alors sinon, on est dans un monde qui peut être tout autre. Hein. C'est une vision que je n'ai pas développée, une vision à la métropolis, c'est une autre vision. C'est possible aussi, hein. Les deux peuvent arriver. Dans une période actuelle, tout est possible. Tout dépend de ce que l'on fait et de ce qu'on ne fait pas. Une autre question ici. Attendez que le micro vous soit Voilà, donné. le monsieur, ça y est, devant, le micro arrive. Je suis désolé, hein, je vous fais courir. Merci, c'était intéressant. Que devient l'inégalité dans ta réflexion? En fait, je pense que c'est l'inéquité le problème. Pour moi, l'inégalité, ce n'est pas un problème naturellement dans la nature. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des faibles, il y a des forts. L'équité. Il faut que tout le monde ait les mêmes chances au départ, les êtres humains, qu'on laisse les mêmes chances aussi au monde vivant, hein, parce que les pauvres vaches qui vont à l'abattoir, elles n'ont pas beaucoup de chances de s'en sortir. Donc c'est plus l'équité sur laquelle il faut travailler. Et aujourd'hui, on le voit, je le ramène au monde de l'entreprise. Les entreprises dites libérées, autonomes, agiles, il y a plein de mots différents. Celles qui travaillent sur la transparence et l'équité, ça marche bien. Parce qu'on peut comprendre qu'un dirigeant est payé 4 fois plus, 5 fois plus qu'une personne opérationnelle. Il faut que ce soit équitable. L'égalité, c'est le communisme, on a vu ce que ça donnait, ça n'a pas franchement bien marché dans son application. Et je ne pense pas qu'il y a d'égalité, ce serait utopique de dire que tous les gens sont égaux. Enfin, Shakespeare l'a dit avant, on est tous égaux, hein, mais bon, bref. Et donc, travailler sur l'équité. Je crois que les gens sont capables d'entendre la différence. Ce n'est pas un problème, mais il faut que ce soit équitable. Et sur l'équité, on n'y est pas non plus. Hein. Non, mais je n'ai pas dit que c'était gagné. Hein. On est au milieu du gué. Soit on pousse. Le 5e facteur d'effondrement de Jared Diamond, qui est celui dans lequel on est, c'est les élites mènent une politique de casse et on y va jusqu'au bout et on tape dans le mur et ça va être sanglant. Soit on fait cette métanoïa et on essaie de limiter la casse. Mais tout est à faire actuellement. Rien n'est gagné. Hein. Moi, je suis très lucide sur nos chances de survie ou non. Mais il y a encore de l'espoir. Voilà, je vous remercie et je répondrai peut-être, je ne sais pas, si je laisse Bernard gérer. On continue ou... Oui, tout à fait. Merci beaucoup Yannick. Voilà. Et je suis à votre disposition. Merci. Merci. Merci.